Bon ben, chers amis, merci encore une fois d'assister à cette conférence. C'est une conférence exceptionnelle. C'est bien sûr la dernière de l'année quand on arrive le 17 décembre. Et depuis quelques années, fin décembre, eh bien, on fait un bilan de l'année et l'aperçu de l'année qui va venir d'un point de vue astrologique. Alors, c'est une astrologie totalement différente des horoscopes, bien entendu. Il ne s'agit pas de donner l'avenir des cancers et des gémeaux pour l'année. C'est bien sûr très ésotérique. Ça se replace dans la tradition primordiale et la doctrine des cycles. C'est pour donner un point particulier du où on en est dans la dégradation cyclique des temps. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui me suivent depuis 10 ans, nous sommes à la fin du Kali Yuga. Kali Yuga, c'est l'âge de fer, c'est l'âge noir, c'est l'âge de la fin avant un renouvellement complet du monde. Et au fur et à mesure des années, des grands aspects astrologiques mondiaux donnent les étapes de cette dégradation. Hein. Donc pour ceux qui connaissent à la fois mes conférences et à la fois mon livre 666, je raconte que, bien entendu, les fameuses gigantesques éclipses de 1999, en fait, en 1999, il y a eu deux grandes éclipses. Il y a eu une éclipse totale de lune le 28 juillet 1999, suivie 13 jours plus tard de la totale éclipse de soleil, donc du 11 août 1999. Donc il y a une éclipse totale de lune suivie d'une éclipse totale de soleil, c'est quand même rare dans le ciel, et cette éclipse du 11 août a traversé l'Europe. Donc c'est exceptionnel. 13 jours d'écart entre les deux. 13, c'est le nombre de Marie. Donc c'est un nombre féminin, donc c'est un nombre de femmes. Si on prend le 28 juillet, une éclipse de lune, 28 c'est un nombre lunaire. Si on prend 1999, c'est 3 x 9, 27, plus 1, 28. On est dans un nombre lunaire. Qu'est-ce que ça pouvait signifier? Ça pouvait signifier en symbolique que ça annonçait une période crépusculaire, c'est-à-dire une période lunaire, une période ténébreuse et la dernière période du cycle. Donc, on sait comment ça commence, par ces éclipses en 1999. Les éclipses, c'est toujours très néfaste en astrologie, puisque les astres sont masqués. Le soleil est masqué par la lune, donc la lumière solaire s'éteint. La lune l'emporte sur le soleil, vous voyez la symbolique. Et dans une éclipse de lune, c'est la lune qui est masquée par la Terre. Le soleil projette l'ombre de la Terre sur la lune. Donc les luminaires, comme on dit, soleil et lune, sont masqués. Donc, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a de la lumière qui s'éclipse, quoi, entre guillemets. On rentre dans une période de ténèbres. Vous allez voir que c'est archi ténébreux. Bien entendu. Donc ça ouvrait les périodes finales. Alors je vous ai dit qu'il y a un début, c'est 1999, mais il n'y a pas de fin. Pourquoi? Parce que la fin, c'est les années qui suivent. Donc on a des fourchettes. C'est 2036, 2040, 2050. En gros, c'est jusqu'à la fin, mais on n'a pas vraiment de date de fin. Alors il y a des indications qui donnent plus ou moins une date de fin. Par exemple, la prophétie des papes, le pape actuel étant le dernier, la prophétie donne une année de 2030 à 2032 pour la fin. Bon, etc., etc. Après, il y a les fameux astéroïdes qui doivent passer dans les parages de la Terre en 2029-2036. Donc, en gros, dans une fourchette 2036-2040, c'est vraiment la fin du cycle, ce qu'on appelle la fin de l'ère des poissons. Alors, pour parler, on ne va pas refaire toute l'histoire, parce que depuis 10 ans, je raconte que ça, la précession des équinoxes, on est dans la dernière ère zodiacale, dite ère des poissons,
de 2160 ans. On va passer à l'ère du Verseau, on a la charnière des changements d'air, d'où le fait que rien ne va, bien entendu, et que ça se dégrade, donc depuis en fait très longtemps, hein, sur 6000 ans. Tout le cycle des poissons, c'est le dernier cycle. Mais plus ça va dans le temps, plus ça dérape. Alors surtout la faim. Donc la faim, c'est depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, et puis là, les dernières années. Alors on voit les étapes, hein, depuis 99, donc forcément après 99, 2001, les attentats aux États-Unis, hein, le World Trade Center, après le fameux carré Uranus-Pluton, ça a donné les révolutions arabes, la crise économique de 2008-2009, il y avait dedans la Syrie, la Libye, le machin, le renversement du pouvoir en Égypte, etc., etc. Bon, on continue, on arrive 2015, 2017, etc. 2019, on rentre dans la période actuelle. 2020, vous avez ces fameux aspects, vous avez une triple conjonction, donc Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, donc 3 planètes lourdes, très puissantes à la fin du Capricorne. Ça indiquait quelque chose. Bon, enfin, on a déjà fait la conférence, on ne la refait pas. L'année dernière, une conjonction Saturne-Jupiter en Verseau. 0 degré du Verseau, commence le Verseau, paf, vous avez une conjonction Jupiter-Saturne qui est une conjonction qui a lieu tous les 20 ans. Mais à une certaine époque, ça change d'élément, c'est-à-dire qu'on a toujours cette conjonction dans des signes d'eau, dans des signes de terre, etc. Et là, ça commençait des signes d'air. Forcément, c'était symbolique d'ouvrir une nouvelle période de signes d'air. Tous les 20 ans, vous allez retrouver la conjonction dans des signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, etc., en commençant en 0 degré du Verseau. Alors, c'est pas pour ça que c'est l'ère du Verseau, mais c'est un indicateur qu'on sort un petit peu des poissons pour aller vers autre chose, quoi. Hein, que le poisson va se faire, disons, éliminer. C'est normal, puisqu'il a fait plus de 2000 ans. Hein, l'ère des poissons a commencé au moment de l'origine du christianisme. Donc la religion poisson, c'est la religion chrétienne. Je veux dire, c'est la fin quand vous êtes 2000 et 20 et 40 ans plus tard. Donc voilà un peu le contexte. Hein. Donc on continue de glisser. Alors forcément, tout le monde va dire, mais est-ce que l'année 2022 va être bonne ou mauvaise? Alors, ça dépend. Si on se place dans la dégradation cyclique, ben ça continue à se dégrader. On ne peut pas dire pourquoi on aurait une très très bonne année dans un contexte pareil, puisqu'on va vers la fin. Alors maintenant, bon, comme ça fait des choses comme ça, il y a des années qui se tiennent un peu mieux en fonction des planètes. Hein. Alors, je résume un petit peu pour ceux qui prendraient cette conférence pour la première fois, ignorant donc les 10 ans de conférence d'avant, où est-ce qu'on en est, hein. Le thème de la fin de l'ère des poissons, c'est qu'il y a un pouvoir qui est complètement contre nature. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir mondialisé, complètement matérialiste, complètement technocratique, qui a opté pour la matière, l'économie, les structures scientifiques, etc., et qui a créé un monde à lui, une nouvelle société censée être extraordinaire, donnant le bonheur aux hommes en disant vous allez avoir de la production, vous allez avoir du divertissement, vous allez avoir des gadgets sensationnels, vous avez une télé, vous avez des smartphones, vous allez en voyage. Qu'est-ce que vous pourriez avoir de plus pour être heureux? Et puis tout le monde en a marre, tout le monde est catastrophé, tout le monde veut que ça change, et rien ne va. Alors on se dit, il y a un truc, quand même, quelque part. Comment ça se fait qu'un système présenté comme magnifique peut rendre malheureux tout le monde? Sauf une élite qui profite du système, qui trouve que c'est très bien et veut continuer. Selon la fameuse idéologie appelée TINA, alors ce qu'on appelle la TINA, c'est quelque chose de très curieux, c'est l'abréviation d'une phrase anglaise qui veut dire il n'y a pas d'alternative au système. En gros, c'est le système ne vous satisfait pas, mais il n'y en a pas d'autre. Bon. Il n'y a pas de plan B. Alors vous avez un plan,
Ça vous plaît pas, ben écoutez, proposez autre chose, qu'on propose autre chose, c'est inimaginable, c'est impensable, ces trucs. Donc c'est un système qui s'est mis en place, ça fait des siècles, hein. Ça s'est pas vu, ça se voit maintenant, ça aboutit à ce que tout craque de partout parce que rien ne tient debout. Alors forcément, vous avez une crise écologique, vous avez une crise climatique, vous avez une crise économique, vous avez une crise sociale. Maintenant, on a une crise sanitaire. On dit quelle crise il pourrait y encore. Et vous avez remarqué, le pouvoir est toujours dans l'autosatisfaction totale. Il n'y a jamais rien de catastrophique, il n'y a jamais rien de grave. Les petits trucs qui vont pas. Hein, bon, vous avez le président qui fait le bilan de son exercice du pouvoir, tout va très bien. On se demande pourquoi tout le monde est dans la rue, pourquoi dans les Antilles tout est à feu et à sang, pourquoi patati patata, pourquoi il y a eu les gilets jaunes il y a 2 ans. Je vais dire, mais les gens sont très contents du système. Ben non, jamais. Jamais, mais ils continuent. Parce qu'il n'y a pas d'autre système. Puis en plus, bon, personne ne peut casser ce système. Il faut qu'il soit cassé par l'extérieur. Alors forcément, la fin de cycle le casse. Alors, le pouvoir qui est complètement dépassé par les événements, puisque ça craque de partout, qu'est-ce qu'il fait? Il donne toujours un tour de vis. C'est toujours plus de contrôle, plus de surveillance, plus de ceci. On se demande comment les gens peuvent être surveillés, mais à 100 000% comme ça, du matin au soir, quoi. Le fichage, les QR codes, des machins, et ceci, en Chine, la reconnaissance faciale. Moi, je veux dire, vous avez 7 milliards d'humains qui sont mis vraiment en surveillance. Mais pour craindre quoi? 7 milliards d'humains, il n'y a pas 7 milliards de révolutionnaires, il y en a peut-être 10%, 1%. Mais il faut contrôler tout le monde, parce qu'on ne sait jamais que, mais ils craignent quoi? Alors que les gens, dans le même temps, ont la réputation d'une passivité totale face à ce qui se passe. Enfin, il y a un truc, quoi. En fait, on voit bien qu'on veut surveiller toute l'humanité, 100% de l'humanité, la contrôler, on se demande bien pourquoi, et que ça n'a pas une nécessité absolue pour la survie du système, sauf si le système est en fin de course, qui sait qui va passer à la trappe. Parce que bon, en gros, l'idée de la tradition, c'est que quand on est là, comme le système repose que sur des bases essentiellement matérielles, économiques et concrètes, fatalement, ça ne satisfait personne et ça finira par disparaître. Le pouvoir le sait, il résiste, il sait le montrer que c'est mirobolant. Enfin bon. On voit que rien ne tient debout, hein. Bon, dans toutes les conférences précédentes, le listing de ceux qui vont de travers donne le vertige, hein. Bon, que ce soit la bureaucratie, la politique internationale, les dérives de toutes sortes, le social, etc. Bon, dans l'actualité, vous avez ça tous les jours, hein. Si vous prenez par exemple quelque chose qui est très à la mode, qui est les Jeux Olympiques, on voit l'importance considérable des Jeux Olympiques dans le monde maintenant, parce qu'il faut donner un peu de divertissement à la planète, hein. Et alors, on va organiser des Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Pourquoi pas? Pour faire plaisir à la Chine, hein, qui n'est pas spécialiste des Jeux d'hiver, hein. C'est-à-dire le ski, le luge, un truc. Et alors, les Jeux Olympiques vont avoir lieu quand même en Chine, mais dans un endroit où il n'y a pas de neige. Et dans des endroits de collines qui ne dépassent pas 500 mètres. Donc vous dites, pour faire une descente à ski sur une dénivellation de 500 mètres, ça ne va pas aller loin, puis il n'y a pas de neige, comment on va faire pour les Jeux Olympiques d'hiver? Ben, on fait de la neige artificielle. Quand vous êtes dans une civilisation qui organise des jeux, on va tout faire en artificiel, c'est très bon. C'est la fin, au vrai jeu, hein, de l'Antiquité. Tout est comme ça, quoi. Donc on a bien un truc, hein, quelque part, quoi. Alors si on fait le bilan des crises actuelles, qui seront les mêmes en 22 qu'en 21, qu'en 20, vous avez une crise sociale, vous avez une crise environnementale, vous avez une crise climatique, vous avez maintenant une crise sanitaire, hein, parce que c'est le virus, vous avez une crise migratoire, hein, et vous avez aussi une crise dont on parle beaucoup moins, qui est une crise morale. C'est-à-dire que la criminalité, la désespérance des gens, la déprime, le ceci, bon, c'est le résultat de toutes les autres crises, hein.
Donc on en est là dans la situation, et donc on voit cette dégradation au fur et à mesure des années, hein, par les grandes positions des planètes. Donc si on fait une conclusion rapide, hein, pour passer à autre chose, l'année en cours, si vous connaissez le penseur ésotérique René Guénon, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Le règne de la quantité, où à la fin des temps tout devient quantitatif, c'est-à-dire mesuré, statistique, productif, etc. Et le côté spirituel et moral est totalement escamoté, puisque c'est purement matériel. Eh bien, on en est là. C'est-à-dire que le système est opposé à tout ce qui est esprit, tout ce qui est foi, tout ce qui est transcendance. C'est même négatif d'ailleurs. Et même tout ce qui est poésie, tout ce qui est, comment dire, culture, etc., puisque, bon, c'est purement matériel, rationnel, commercial, hein, concret. On voit bien que dans le monde, c'est ça. Il n'y a qu'à écouter les discours politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, pour dire c'est politique, économique, matériel, concret. Pas un mot de spiritualité, c'est normal, c'est des hommes politiques, ils sont pas gérer la marche des choses d'un point de vue concret, encore qu'ils s'occupent un peu de spirituel pour être contre. Sinon, il favoriserait ce qu'on va parler maintenant, des études de symbolique, des études d'astronomie, d'astrologie, etc. Et René Guénon, le fameux René Guénon, concluait qu'on arrivait à la fin des temps, mais disons avant sa mort, que c'était une société proprement satanique. C'est-à-dire, au sens propre du terme, quelque chose qui a tout perverti, qui a tout mis en l'envers, qui a tout déstructuré. L'âme qui perd l'esprit, le meilleur, hein, attention, on ne nie pas la matière dans la tradition. On dit que c'est la mère nature, c'est la terre, c'est très bon. Mais il y a un esprit au-dessus, une transcendance au-dessus, un cosmos, des dieux, etc. Donc on dit, là, on réduit tout à un truc de base, quoi. Et dire que quand on en est là, c'est-à-dire que l'esprit est nié, c'est proprement satanique. Bon, donc on en est là, forcément le pouvoir ne le reconnaît pas, ça va de soi. On ne peut même pas en parler, parce qu'on va dire quand on évoque Satan, on va dire, vous êtes dans une terminologie du Moyen-Âge. Donc, bon, ça ne tient pas debout. Donc, on en arrive là, mais c'est extraordinaire. Alors, un exemple, c'est le fameux virus. Alors, au moment où la science et la médecine chantaient des victoires sensationnelles, où on maîtrisait tout, parce qu'on avait des médicaments, des traitements pour tout, soudain il y a un virus qui vient, comme par hasard, le Chine, bon, etc., qui ravage la planète entière. S'il n'y a plus de frontières, c'est la mondialisation de la planète entière. Et puis, ça fait les ravages qu'on connaît, quoi. Depuis déjà 2 ans, mais ça continue encore l'année prochaine, hein. Neptune montre que ça se prolonge encore l'année prochaine. Donc, on en est là, on dit, mais alors là, votre médecine, alors, on réagit, on fait les vaccins, le comité sanitaire, truc muche, patati patata. On essaie de parer, on voit bien que le pouvoir, il paraît désespérément comme il peut face à un truc imprévu, patati patata. Alors ce qui est très curieux, c'est que dans le cadre de la mondialisation, où il n'y a plus de frontières, alors tout passe, même le virus, hein, tout le commerce, mais le virus aussi, les réactions étaient nationales. C'est-à-dire que les pays se sont fermés, ma frontière, mon machin, plus de transport aérien, plus de trucs, et chaque mesure par pays, quoi. On voit bien que la France ne fait pas les mêmes mesures que l'Angleterre, ne fait pas les mêmes mesures que la Russie, ne fait pas les mêmes mesures que l'Afrique, etc., quoi. Donc là, il n'y a plus d'unité mondiale, même si à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc on n'en finirait pas, disons, d'épiloguer sur cette situation, quoi. En clair, pour les gens de la tradition, elle est catastrophique, et pour les gens du pouvoir, bon, les choses suivent leur cours, il y a quelques petits problèmes ces derniers dernières années. C'est pas trop grave. Quand on va dire où on en est, je dis, qu'est-ce qu'on appelle pas trop grave, ne serait-ce que par exemple la division.
Quand on dit il y a les vaccinés, les pas vaccinés, il y a ceux qui ont leur passe, et ceux, dans les familles, t'es pas vacciné, eh ben, tu vas contaminer tout le monde, on ne veut pas, machin, vous voulez rentrer là? Ah non, il n'y a pas de casser les choses en deux. On dit, ben, c'est bon, ça pour l'unité, tout est comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On en est là. Donc ce fameux virus, on ne va pas épiloguer là-dessus, parce que si on voulait faire quelque chose sur le virus, son origine, ses aboutissants et tout le reste, ça prendrait 2 heures de conférence. Mais il y a les fameux variants. Donc à chaque fois qu'on croit avoir vaincu le virus, il y a un nouveau variant qui redégrade quelque chose, qui fait que le vaccin n'est plus tellement bon, qu'il faut une nouvelle dose. Donc on connaît une 3e dose de vaccin, 5e vague de virus, alors ça fait des vagues. Alors, on annonce alors que la 5e vague n'a pas atteint son pic, qu'il y en aura une 6e. On va dire que ce sera la 18e vague avec le 33e variant. En gros, qu'est-ce qu'on a fait faire, hein? On en est là. Bon. Et puis, vous savez qu'on donne des noms curieux aux variants. Il y a un variant alpha, après vous avez... L'origine, c'est alpha, puis après vous avez un variant delta, puis un variant omicron. C'est des lettres grecques. Quand vous pensez au omicron, c'est la lettre O en grec. Et quand vous traduisez les lettres, vous prenez le O, ça veut dire temps en nombre. Hein. Le M, temps en nombre, etc. Il n'y a pas de C en fait en grec. Donc on fait alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire le G en grec, puis on passe à delta, 4e lettre, il n'y a pas de C. Le C correspond toujours à un K, c'est-à-dire à la lettre kappa, qui est 20 dans la numérologie grecque. Et quand on fait omicron dans l'addition chiffrée de ce genre, le total fait 360. Et quand on fait 360, on a 36, et quand on a 36, on a 18 plus 18, et on a 6 plus 6 plus 6 plus 6. Et donc le virus Omicron, sa variante Omicron signe son appartenance. Alors après, est-ce qu'il y aura un variant Oméga? Oméga, c'est la dernière lettre. On ne sait jamais, c'est très curieux hein, comment ils font. On va passer là-dessus parce qu'on ne peut pas passer 2 heures sur l'analyse du virus, mais rien que dans les mots, les passes, les structures, les QR codes. Présenter un QR code, c'est déjà codifié, un truc, présenter un pass, un contrôle, etc., etc. On a quand même une situation globale très, 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 très particulière. Hein. Vous verrez après que ces fameux variants, ces fameuses vagues sont liées à Neptune. C'est la planète Neptune hein, qui fait ça, ce genre de choses. Alors, bien sûr, ce dont on parle là, dégradation cyclique des temps, changement d'air, fin du Kali Yuga, le pouvoir, c'est pas ce que c'est. Il n'en parle jamais. Le pouvoir, pas dire, nous sommes dans les dernières années du Kali Yuga. C'est impensable. C'est une histoire de précession des équinoxes. Le pouvoir, c'est pas ce que c'est. L'enseigne pas, sauf que la tradition dit, voyez bien que ça correspond à ce qui se passe, puisque ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Quoi. Donc, bon, voilà. Alors, on en est là, donc on va arriver à une situation particulière, donc ça s'est beaucoup dégradé depuis 2020, 2021. On arrive en 2022, donc on va avoir cette année 2022. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors c'est une année de forte houle. Il n'y a rien qui va aller de soi dans l'année. Une grande partie des aspects sont les mêmes que l'année dernière. Il y en a quelques nouveaux quand même. Disons que c'est plus hésitant, c'est plus incertain, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Maître mot de l'année, c'est la contradiction. On va voir après dans les positions planétaires, puisque visiblement la situation correspond à des cycles astrologiques. Donc si l'on prend l'année 2022, vous voyez là les positions de ce qu'on appelle les planètes lentes.
Alors, vous avez 10 planètes, vous avez 5 planètes rapides, 5 planètes lentes. Les 5 planètes lentes ont la caractéristique de rester très longtemps dans le même signe, dans le même décan, etc. Alors, vous les avez là, un Pluton, vous voyez, en Capricorne, troisième décan Capricorne, Saturne dans le Verseau, vous avez Jupiter qui va être dans les Poissons, qui rentre dans les Poissons, là, vous voyez, le 1er janvier. Neptune est dans les Poissons, Uranus est dans le Taureau. Vous voyez? Donc toutes les planètes lentes qui ont un impact énorme sur la Terre, sur l'humanité, sont dans un tiers du zodiaque en gros. Hein. Même moins. Hein. Vous voyez tout le zodiaque, 105 degrés, bon, un tiers. En gros, elles sont toutes du même côté. Pensez à un plateau qui reposerait sur une pointe, et vous direz, les planètes sont des boules de plomb, puis j'en mets une là, j'en mets une là, j'en mets une là. Elles seraient toutes du même côté. Je ne dis pas le plateau, il est comme ça. Hein. Sinon, on met une boule ici, on met une boule de l'autre côté, on équilibre. Ça. Bon, visiblement, ça regroupe quasiment tout ici. Hein. Ah, c'est pas rien qu'elles soient en Verseau, en Poisson, etc. etc. Hein. Alors, si vous voyez les planètes, quand vous avez du Capricorne, c'est un signe sec. Quand vous avez le Verseau, c'est un signe sec, c'est des signes cérébraux. Hein. C'est sec d'un point de vue mental. Quand vous avez du Poisson, vous êtes dans l'humide. Et voyez bien que vous avez 2 planètes dans l'humide. Uranus dans l'humide, c'est en Taureau. C'est les 2 planètes dans le sec ici. Et vous avez Jupiter qui va passer en Bélier à un moment, qui est dans le sec. En gros, vous avez autant de sec que d'humide. C'est pas ultra sec, c'est pas ultra humide. Vous avez une chose un petit peu comme ça. Hein. Donc, 2022, vous avez déjà une contradiction. Hein, si toutes les planètes étaient en humide, ben on se dit c'est l'osmose, c'est le comment dire les connexions. Sinon c'est très intello, c'est très ça mal, un petit peu des deux. Vous voyez que Jupiter lui change de signe, donc il passe dans un signe ultra humide à un signe ultra sec. Ça rajoute de la complexité des choses. Et alors vous avez donc la nomenclature de l'année 2022. Est-ce que c'est bon une année 2022? Dans le nombre, non. Parce que, en gros, vous avez pour les années 2000 le 22. Et si vous additionnez les chiffres, vous avez 6. Donc vous avez 6 et 22. Alors le nombre 6, c'est un nombre très particulier, qui est un nombre pair et qui est un nombre, en gros, à la fois bon et imparfait. En gros, ce n'est pas un signe très pur comme 7. Le fait que dans l'alphabet hébreu, le 6 soit le Vav, et que le Vav soit intégré dans le nom d'Yahvé lui-même. Donc Yod et Vav et. Vous avez bien sûr 10, 5, 6, 5, qui donne 26. Pour la structure en Kabbale de Yahvé, on intègre le 6 à l'intérieur, qui est en hébreu la conjonction de coordination. C'est le ET et c'est le crochet, les choses qui accrochent. Donc entre 2 H, les 2 E, qui est le souffle divin, inspire, expire, qui est 2 fois 5, vous avez le 6 dans le milieu. Le 6 est intégré. Dans le nom du Yahvé, il est intégré. À notre époque, il n'est pas trop intégré du tout. Le 6 batifol, il fait un peu ce qu'il veut. Pourquoi on dit que le 6 est imparfait? Parce que c'est un nombre pair. Les nombres impairs sont plus positifs que les nombres dits pairs. Parce que les pairs, c'est la reproduction de la dualité. C'est 2, 4, 6, 8. Alors que bien sûr le 1, l'unité, le 3, la trinité, 5, le 7, bien sûr le monde crée un 7 jours, le 7 est super, etc. Le 9, fin d'un cycle. Donc les nombres pairs ont toujours prédominance sur le nombre pair. Mais en gros, l'idée du 6, c'est la rébellion du 6 qui ne veut pas voir le 7. En gros, le 6, c'est la création.
L'homme est créé le 6e jour, donc c'est un nombre d'hommes. Je suis dans le 6, mais le 7, Dieu contemple son œuvre et repose le 7e jour, je ne veux pas le voir. Donc on a attribué le 6 aux forces d'opposition, et bien sûr 666, c'est l'entité diabolique qui s'oppose à Dieu, entre guillemets. Parce que vous voyez bien, tout est plus ou moins intégré dans le système, dans l'ensemble. Donc en fait, ce nombre 6 de l'année, le 2022, n'est pas fameux en soi, déjà. Alors si on se transpose dans le tarot, parce que vous savez que toutes les sciences traditionnelles sont liées, c'est-à-dire à savoir astrologie, alchimie, tarot, etc. C'est les sciences traditionnelles qui vont dans le même sens, des aspects différents de la même chose. La lame 6 correspond à l'amoureux. Ah voilà, la lame 6 présente comme ça. Alors, quelle est la particularité de la lame 6? Bien justement, c'est un choix. Vous avez l'initié au milieu. Dans le tarot, le personnage central est toujours l'initié. Bon, il est frappé par l'amour. Vous voyez un petit Eros avec sa flèche qui frappe. Puis il a le choix entre deux personnes, deux femmes en l'occurrence. Vous voyez une un peu de faux profil sur la gauche, une un peu de face. Bon, c'est un choix. Alors, que ce soit deux femmes montre un choix entre une partie négative et une partie positive, une partie en bas, une partie en haut. C'est très très particulier. Alors, il y a d'autres jeux de tarot qui font les images, bien sûr, d'une autre façon. Vous voyez, là, vous avez toujours l'amoureux, vous voyez dans le milieu, toujours le petit angelot avec sa flèche qui lui donne plein d'amour. Puis vous avez quand même à droite une dame qui, là, est beaucoup plus stylisée dans la femme de mauvaise vie, vous voyez, un peu déshabillée, avec des fleurs dans les cheveux, etc. Puis de l'autre côté, ici, une dame en longue tunique qui masque son corps, une couronne sur la tête. Bon, en gros, on a le choix entre une femme dévergondée, entre guillemets, la femme de mauvaise vie, et la reine. Et donc l'amoureux, il est dans le 6, 2 fois 3, 3 par-ci et 3 par-là. Sinon, c'est le 22, c'est le mat. Et quand vous avez le mat, il est représenté comme ça. Dans le tarot traditionnel, le tarot de Marseille est représenté comme ça. Alors, c'est une carte d'errance. C'est-à-dire que le mat s'en va. Il prend son bâton, il a une besace avec quelques choses dedans. Il y a un chien qui essaie de lui déchirer les choses pour le retenir, et il s'en va vers l'ailleurs. Alors il faut savoir que dans le tarot, c'est la 22e lame, comme par hasard. C'est le changement de plan. On a fait 21 cartes, 7 x 3, 21. Le mat fait la synthèse des 21 cartes. Il en retient le reliquat pour rentrer dans la nouvelle, il change de plan. Alors on est bien dans un changement de plan avec le 22, et dans un choix terrible avec le 6. Alors, il y a des tarots qui font le mat comme ça. On dit aussi le mat, le fou, l'arcane sans nombre. Parce qu'on dit 22, mais ça peut être 0. Donc, en fait, c'est la quintessence au-delà des 21. Parce que 21, c'est symbolique, c'est 3 x 7, etc. Alors là, c'est un chat qui grignote les choses, qui fait tomber. Il y a un crocodile qui ne peut pas te le dévorer. Alors, je vous passe le détail dans la symbolique du tarot parce que c'est trop compliqué. Mais en gros, on est dans une année de changement de plan, une ouverture vers quelque chose de nouveau et une année où il y a un choix terrible à faire. Le 6. Donc, le fameux amoureux dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de quand même très particulier. Donc, dans les 3 aspects principaux de l'année, on va voir les aspects principaux de l'année. Vous allez avoir donc un carré Saturne-Uranus. Donc quand on a ce carré-là qui dure toute l'année, on a le choix entre le passé et l'avenir. Vous allez retrouver un choix, bien entendu. Ensuite, vous allez avoir une conjonction unique quasiment dans la situation mondiale. C'est un aspect Jupiter-Neptune. Et vous allez avoir un 3e aspect qui est le passage de Mars dans le signe des Gémeaux. Qui n'est pas négatif en soi, mais qui est très spécial cette année, vous allez voir pourquoi. Donc on revient
Là, pour l'année, vous voyez, donc, comment dire, un Pluton en Capricorne. Alors, Pluton en Capricorne, il est dans un signe quand même très structuré, très rigide, etc. C'est une planète des transformations, des transmutations. Hein. Donc, en gros, ça veut dire que tout ce qui est structure va voler en éclats. Quoi. Ça, en gros, ne tolère pas les choses qui sont périmées, qui sont trop ossifiées, qui ont fait leur temps, elles étaient bonnes à un moment, mais là, la fin des temps, on change de plan, on liquide. Hein. Alors, ensuite, vous avez Saturne qui est en Verseau. Donc, il est bon en Verseau, parce que le Verseau, c'est son signe. Vous avez une planète qui est dans son propre signe, qui est quand même assez portée sur des choses intellectuelles, culturelles, etc., de rénovation. Donc de dire là, c'est quand même assez positif. Ensuite, le Neptune en Poisson, alors là, on va voir après dans le détail le Neptune en Poisson. Quelque chose de très important aussi, c'est que cette planète est dans son signe, joue son maximum de puissance. Hein, dans ce signe, qui a un signe de foi, de spiritualité, de sensibilité, d'humanisme, etc. Vous avez un Uranus en Taureau, ici, à peu près dans le deuxième décan, en pointillé ici, vous avez le deuxième décan, alors qui lui n'est pas bien placé du tout, parce que le Taureau lui correspond pas du tout. C'est une planète d'air, maître du Verseau, il est en Taureau, ça ne lui convient pas, donc il est à l'étroit, il est un petit peu coincé là-dedans. Ça ne l'empêche pas d'être rebelle, parce que c'est une planète rebelle, mais un petit peu contenu, tant qu'il est contenu. Hein. Parce que le jour où il y aura une planète comme Mars qui va passer, qui va l'exciter un peu, elle peut être contenue du tout. Hein. Et donc on a des curiosités. Hein. Alors vous retrouvez le sec, hein, Verseau et Capricorne, vous retrouvez l'humide, Poisson, hein, et Taureau. Alors je dis humide parce que le Taureau, le maître, c'est la planète Vénus. Donc forcément c'est la femme, c'est le féminin, donc c'est considéré comme humide, hein, en symbolique. Le Poisson c'est Neptune, c'est l'océan, c'est la mer, c'est considéré, hein, comme humide en symbolique. Etc. C'est très curieux. Vous remarquez au passage que les deux planètes du changement, les deux planètes qui font un changement radical sur Terre, c'est Pluton et Uranus, et qui sont dans deux signes de Terre. Taureau, Capricorne. Alors, ce n'est pas leur signe de prédilection, mais le fait qu'ils soient dans les signes de Terre, c'est qu'ils remuent le terme. Alors, tout ce qui est Terre, c'est tout ce qui est réaliste, concret, matériel, etc. Et c'est là-dedans que ça travaille, quoi. Il y a vraiment quelque chose à changer au niveau de l'organisation matérielle de la Terre, et là les planètes s'y emploient, un peu paralysées, parce que ce n'est pas des signes qui les font exploser, parce que bien sûr si elles étaient en feu, l'élément feu et d'autres éléments seraient plus, par exemple un Uranus en Verseau, c'est beaucoup plus explosif, mais elles couvent, hein. Elles sont un peu tenues, une planète comme Mars passe là-dedans, a fait tout sauter. Hein. Voilà, alors, très particulier déjà. Vous voyez, 1er janvier 22, on démarre là-dedans. Alors ensuite, beaucoup plus curieux. Alors là, bien sûr, les personnes qui ne connaissent pas tellement l'astrologie vont dire qu'est-ce que c'est que ce travail, bien entendu, etc., etc. Bien sûr, c'est que les planètes, à partir du 1er janvier, elles bougent. Elles ne restent pas figées toute l'année, bien entendu. Il y en a même qui changent de signe, patati patata, il y en a même qui font plusieurs signes. Les planètes lentes, en général, elles restent longtemps dans le même décan. Hein. Alors, il y a un phénomène en astrologie qui s'appelle la rétrogradation, ce qui fait que vu de la Terre, c'est un phénomène d'optique. Dans la réalité, ça ne peut pas avoir lieu, les planètes ne vont pas en sens marche arrière, mais vu de la Terre, elles semblent rétrogradées par rapport à une autre, c'est-à-dire aller en marche arrière. Donc ça, il y a un mouvement de rétrogradation. Pour bien comprendre le phénomène, on pense à deux voitures qui se suivent sur l'autoroute. Celle qui est derrière finit par dépasser celle qui est devant. Donc bien sûr, celle de derrière remonte, passe devant, et plus elle va vite devant, plus la voiture qui est derrière semble dans le rétroviseur être plus loin, et à la fin n'est plus vue du tout.
Donc bien sûr, il y a un phénomène qui semble de rétrogradation, avec les voitures avancent toujours dans le même sens, mais pas à la même vitesse. Eh bien, les planètes aussi. Alors, bien entendu, dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Forcément, Pluton, qui passe une vingtaine d'années dans le même signe, voyez, qui est ici, eh bien, va passer de 25 degrés 56 à 26 36, puis finir à 26 07 le 8 octobre. En gros, va avancer de 2 degrés sur l'année en faisant un mouvement, j'avance, je recule, je réavance. Fini l'année à 27 degrés 37 du Capricorne, fait ce mouvement-là. Vous voyez? En gros, c'est la fin du troisième décan Capricorne. Alors, quand vous êtes Saturne, va partir de 11 degrés 54, en gros 12 degrés Verseau, va avancer jusqu'à 22, 25, 15, va retourner, va réavancer. En gros, va faire l'année entre le début du 10e décan, 3e décan et retour. En gros, milieu du 2e décan et 3e décan Verseau. Alors bien sûr, les gens qui sont du Verseau, qui sont de la deuxième partie du signe, ont Saturne dans leur décan. Si on prend Uranus, ça commence à 10 degrés 57, bon, en gros c'est deuxième décan, c'est 11 degrés, ça a avancé jusqu'à 18,55, voilà, puis ça va retourner, 14,56, puis ça va réavancer. En gros, toute l'année, deuxième décan Taureau. Bon, donc vous voyez que là, ça ne change pas beaucoup, hein, parce que les planètes sont très lentes. Hein. Alors, Neptune va passer de 20 degrés 40 à 25, 27, retour 22, 39, réavancé. Va être, en gros, autour de 20 à 21, 25 degrés Poisson. Bon, pas mal parce que c'est une planète très lente qui est 14 ans dans le même signe. Donc forcément, quand elle est dans le troisième décan, il y est pour plusieurs années. Hein. D'où l'impact que marquent ces planètes lentes par rapport aux planètes rapides, bon, qui passent tous les signes et toutes les vitesses. Hein. Alors est-ce que Jupiter, alors Jupiter, lui, il passe un an en moyenne par signe, donc il va beaucoup plus vite, il va commencer en Poisson, il va faire le premier décan, vous voyez, jusqu'au 12 février, va faire jusqu'au 26 mars, deuxième décan, va avancer, troisième décan, va passer en Bélier, et arriver en Bélier, va rétrograder, va revenir en Poisson, et en décembre, va repasser du Poisson en Bélier. Et en 2023, sera en Bélier quasiment toute l'année. Hein. Donc Jupiter va être en Poisson en gros 6-7 mois, et en Bélier, mais le premier décan, seulement après il rétrograde. Donc c'est ce qu'on appelle les rétrogradations des planètes. Quand les planètes sont rétrogrades, elles ont un symbolisme atténué. C'est-à-dire une planète d'action est moins active, une planète de communication est moins communicative, une planète de réussite comme Jupiter est moins dans la réussite, etc., etc. C'est-à-dire il y a une déviation de la symbolique pendant le temps de rétrogradation. Ce qui n'est pas si négatif que ça. Parce qu'on profite de faire le point, de penser en truc, et puis quand ça repart en marche avant, bon, tout redémarre, hein, entre guillemets. Alors bien sûr, d'autres planètes comme Mars va passer les Poissons, va passer le Bélier, va passer le Taureau, etc. Alors Mars, quand il va arriver en Gémeaux, c'est un cas très particulier, parce qu'il rétrograde aussi, hein. Mercure rétrograde 3 fois dans l'année, Vénus rétrograde, Mars rétrograde. Et là, cette année, Mars va rétrograder en Gémeaux. Donc, arrivé le 21 août, fin août, Mars va arriver en Gémeaux, il fait tout le signe. Puis arrivé à la fin du signe, au lieu de passer dans le signe suivant, rétrograde. Vous voyez, jusqu'au 13 janvier 23, puis réavance. Alors, le résultat des courses, quand vous avez ça, c'est que Mars, au lieu d'être 2 mois par signe, il y est 7. Alors, une planète rapide qui, au lieu d'être 2 mois dans le signe où elle n'a pas le temps d'impacter le signe, il y est 7, marque énormément le signe.
Forcément, au bout de 2 à 3 mois dans le même signe, une planète marque énormément le signe. Alors, vous voyez bien déjà ce qui va se passer. Vous allez avoir pas mal d'influences Verseau, pas mal d'influences Poisson, parce que vous allez avoir Neptune et Jupiter en Poisson. Et vous allez avoir Mars 7 mois, si on déborde sur 2023, ça dure jusqu'en mars de 2023, en Gémeaux. Donc les personnes qui sont Gémeaux vont avoir 7 mois Mars dans le signe. Alors est-ce que c'est bon, c'est pas bon, on verra après. Bon, bien entendu, hein, ça crée un phénomène particulier. Alors si on résume, qu'est-ce qu'il y a comme aspect important de l'année? Vous avez un carré Uranus-Saturne. Hein, donc forcément Saturne est ici en Verseau, Uranus est ici en Taureau, vous avez un carré entre les deux, c'est-à-dire un aspect négatif. Il dure toute l'année. Il est quasiment précis en janvier, et puis la dernière fois qu'il se produit, ça doit être en novembre ou en décembre 22, donc on l'a toute l'année. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que Uranus est le changement, l'avenir, les idées nouvelles, etc., et qui se heurte à Saturne, qui lui est le passé, l'immobilisme, les structures, etc. Donc on a un conflit entre les deux planètes, très difficile parce que les signes sont des signes fixes. Donc en gros, c'est pas malléable et c'est pas souple, c'est pas des signes mutables, c'est des signes fixes. Donc en gros, je campe sur mes positions, en gros, jusqu'à temps que ça saute. Ouais. Donc cet aspect-là, ici, est très difficile. Il a duré toute l'année 21, il dure toute l'année 2022, et après, on n'en entend plus parler. Mais c'est une contradiction. Les deux planètes sont un symbolisme très, comment dire, contrasté. C'est en gros Uranus, c'est le changement, l'idée nouvelle, l'ère nouvelle, et Saturne, c'est le passé, les structures figées, l'attachement au passé, etc. En gros, c'est une guerre entre le passé et l'avenir qui gagne. Alors, dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque Saturne est dans un signe d'avenir qui est le Verseau, et que Uranus est en Taureau, qui est plutôt un signe stable et figé, qui n'a pas tellement envie de bouger. Donc, ça crée une ambiguïté supplémentaire. C'est la preuve qu'on ne bouge de rien. On bouge de rien parce que c'est trop figé pour le moment. Il faut des planètes rapides qui débloquent un petit peu la situation. Hein. Voilà, alors le deuxième aspect, bon, on va le voir après, c'est Jupiter qui passe en Poisson, qui à un moment devient conjoint à Neptune ici. Donc lui, il va très vite. Vous voyez, février, mars, à un moment, il va atteindre Neptune ici. Les deux planètes vont être conjointes en Poisson. C'est un événement sensationnel. Hein. C'est pas fréquent que cet aspect-là ait lieu. Puis le troisième, on l'a vu, c'est Mars en Gémeaux pendant 7 mois. Alors, quel est le lien entre ces trois choses? C'est toujours la dualité. C'est comme le 6 de l'année. J'ai le choix entre deux choses, Uranus ou Saturne. Et j'ai le choix, le Poisson, ou pas, et j'ai un Mars en signe mutable, un signe double. Le Gémeaux, c'est un signe double. Il y a deux jumeaux, en gros, hein. Il y a Castor et Pollux, c'est un signe double. Alors, le Poisson, vous savez, le symbolique des Poissons, dans le graphisme des Poissons, vous avez en fait deux Poissons. C'est un Poisson au pluriel, c'est les Poissons. Hein. Alors, vous avez un Poisson avec sa tête vers la droite, un fil qui relie les deux, et un Poisson, sa tête vers la gauche. C'est un Poisson de l'avenir, un Poisson du passé. En gros, vous avez un Poisson positif qui remonte au courant, c'est le saumon dans les fjords de Norvège, remonte, le courant est positif, puis l'autre on coule au fond de la mer, on va dans la vase, c'est le Poisson négatif. Ah, vous dites c'est bien beau, là j'ai un système double, dans le Gémeaux j'ai un système double, et puis j'ai une contradiction entre Uranus et Saturne, ah ben je vais où là? Eh bien c'est la caractéristique de l'année. On est de dire, je suis dans l'expectative totale, j'ai la houle, la vague, ça, le flux, le reflux de Neptune en Poisson, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est pas clair jusqu'à la fin de l'année. En gros, l'année est mouvante, on pourrait dire houleuse, on pourrait dire
incertaine, on pourrait dire ceci, on pourrait dire cela. Donc, en fait, très compliqué. Hein. Alors, puisqu'on va continuer, hein, pourquoi y a-t-il une situation exceptionnelle en avril 22 ? Ah, voyez le thème, alors vous retrouvez Pluton ici, vous retrouvez Saturne en Verseau, ça ne change pas, Uranus en Taureau, ça ne change pas. Alors ici, quand vous êtes dans les Poissons ici, vous avez un drôle de truc au mois de mars et au mois d'avril. Alors, forcément, Jupiter qui en janvier rentre en Poisson, il fait les décans, il arrive ici. Il va être conjoint à Neptune qui est déjà depuis très longtemps dans le troisième décan depuis très longtemps. Donc cet aspect de conjonction Jupiter-Neptune est très bon. Ah oui, on va dire, mais tiens, il y a du positif dans l'année. Pourquoi ? Parce que c'est les 2 maîtres du Poisson. Les 2 maîtres des Poissons sont ensemble dans le même signe. Alors ça devrait être positif. Parce que les signes ont des maîtres. Exemple, Vénus, pour le signe de Taureau, quand Vénus est en Taureau, elle est très bonne dans son signe. D'accord ? Bon, le Soleil est maître du Lion, quand il est en Lion, au mois d'août, hein, c'est très bon. Alors là, vous allez dire, mais alors, une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, ça doit être formidable. Normalement, oui. Alors, il se passe quelque chose de très particulier en avril, c'est que Vénus arrive dans le troisième décan Poisson aussi. Donc vous allez avoir un amas planétaire ici, très particulier. Est-ce que Vénus est bien en Poisson ? Très bien. Pourquoi ? C'est le maître par exaltation des Poissons. En gros, elle est parfaitement adaptée au signe des Poissons. Elle renforce, parce que c'est une planète féminine, Neptune. Vous dites, mais quand j'ai un trio comme ça, je saute au plafond. Je suis dans le Poisson à 100%. Mais le Poisson positif ou le Poisson négatif ? Ah, vous allez dire, les 3 maîtres sont dans le même signe. C'est un cas partiel, je ne sais pas combien de siècles. Hein. Parce que tous les 13 ans, vous avez une conjonction Jupiter-Neptune. Mais jamais dans le même signe. Parce que ça peut se passer en Lion, en Scorpion. Quand ça revient en Poisson, c'est tous les tant d'années. En gros, il faut remonter en 1860 avec une 3e planète en plus dedans en même temps. Il faut refaire des siècles. Vous dites ça, ça sort totalement de l'ordinaire. Alors, dans le même mois, vous avez une lune qui va passer en Poisson, puisque chaque mois, la lune passe dans un signe, puisqu'elle fait un signe par mois, et Mars va rentrer en Poisson en avril, sans être conjoint aux 3 autres. À un moment, 5 planètes en Poisson et 5 planètes en signe d'eau. Où est-ce qu'on va ? Alors, c'est là la question importante de l'année. C'est-à-dire, est-ce que c'est positif ou négatif ? Parce que les gens vont se dire, là, sans s'y connaître vraiment en astrologie, ça semble positif. Mais attention, il y a le cadre de l'année, il y a la dégradation cyclique des temps, il y a le fait que bon, il ne peut pas avoir une solution extraordinaire dans des années qui sont les années de la fin. Hein. À la rigueur, ça pourrait être un petit mieux dans une période difficile. Alors, ça peut quand même être positif. C'est-à-dire que quand même, l'amas est positif. Alors, en plus, ça fait des aspects positifs à Pluton, etc. Vous voyez, un aspect positif à Saturne qui est structure, qui empêche que ça aille trop à volo, parce que là, c'est très haut. Hein. Donc, c'est très vague, hein, bon, etc. On se dit, qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Tout le contraire de tout. En gros, ça peut être très positif ou très négatif selon qu'on prend le poisson de droite ou le poisson de gauche. C'est-à-dire ce poisson-là ou ce poisson, voilà. Un vers l'avenir, vers le passé. Alors, en plus, c'est très féminisé. C'est-à-dire quand vous avez Neptune dans son signe, une planète d'eau en eau, plus la Lune, plus Vénus, et Jupiter qui a un effet d'amplification. C'est-à-dire Jupiter, c'est la planète la plus grosse, bien sûr, à part le Soleil dans le zodiaque, qui amplifie tout.
Donc quand vous avez un aspect, bon ou mauvais, Jupiter l'amplifie. Alors là, on ne sait pas où on va là. Dans l'amplification inimaginable. Alors si c'est positif, quelles sont les caractéristiques de Neptune? C'est tout ce qui est foi, spiritualité, sensibilité, fécondité, abondance, etc. C'est tout ce qui est psychique. Hein, c'est-à-dire que c'est le monde du rêve, de l'esprit, de l'intuition, etc. En religion, c'est la mystique, etc. Vous dites Jupiter arrive là-dessus, il fait tout exploser, on ne tient plus personne. Mais, et le problème, c'est qu'on risque de punir personne dans le contexte. Il n'y a pas de structure du tout. Tout est. C'est les vagues de la mer. Comme les vagues du virus, hein, ça fait des vagues. Cinquième vague, vous avez remarqué qu'on parle de vagues, hein, troisième vague, cinquième vague. Bon, Neptune étant la planète qui régit les virus. Ça va de soi. Est-ce que Jupiter va amplifier le phénomène de cinquième vague pour rendre le virus encore plus opérationnel pendant l'année? On ne sait jamais. Alors, sinon, c'est tout ce qui est mystique. Alors, mystique, vous avez du positif aussi. Bien sûr, c'est tout ce qui est la foi, les grands saints. Saint Vincent de Paul, par exemple, c'est la lune en poisson, des trucs comme ça, c'est l'idéologie poisson. Et puis, vous avez tout ce qui est déviant. Hein, c'est-à-dire c'est le psychisme pervers, c'est les sectes, c'est les cultes aberrants, tout un tas de choses comme ça. Donc là on est, alors c'est au mois d'avril, donc c'est une date à marquer d'une paire blanche. En avril, à partir du 1er avril, on fait très attention, mais cet aspect-là il est une dernière semaine d'avril. Il va falloir faire très très attention à ce qui se passe. Alors pourquoi? Parce que vous allez avoir tout le contraire de tout. C'est-à-dire où c'est très positif, ou c'est très négatif. Avec le même signe, ça dépend dans quel sens on va. Alors qui va décider? Eh bien l'humain. Ah oui, le fameux choix de la carte de tarot 6. Vous allez choisir là. Alors les gens qui disent, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce qui se passe? Là, vous allez choisir. Soit vous prenez le poisson qui remonte au courant, soit le poisson qui coule. Et alors là, bon, alors comme c'est très féminin, comme je disais tout à l'heure, la Lune, Neptune, Vénus, ben, les femmes vont jouer un rôle très très important. Donc là, on lance un appel à toute la population féminine mondiale, et en particulier aux adeptes du féminin sacré, pas spécialement aux féministes engagés en politique, parce que ces mouvements-là sont justement trop politisés, trop anti-masculin, trop ceci, ce qu'on appelle le féminin sacré, de dire que la femme devrait quand même jouer un rôle extraordinaire dans ce qui se passe pour une prise de conscience générale. Elle a lieu en avril. Donc c'est très très important, vous voyez, semaine du 24 au 30 avril, ça a une importance considérable, c'est-à-dire que l'aspect ne se reproduira pas. Après, Vénus va passer en bélier, Jupiter va passer en bélier, vous changez de signe, l'aspect n'a plus lieu. Il a lieu en gros quelques semaines en avril. Et il faut jouer tout là-dessus, quoi. Donc c'est pas. Alors si on ne réussit pas, si la prise de conscience n'a pas lieu, c'est pas une mobilisation mondiale de la femme, ben c'est l'aspect négatif qui joue. Donc là, vous avez tout qui coule. C'est la partie inverse, c'est l'autre poisson, celui qui a la tête qui va par là. Et alors là, vous avez l'aspect négatif de Neptune. C'est psychisme inférieur, c'est les inondations. Alors là, la Terre risque d'être complètement submergée avec 5 planètes en signe d'eau. C'est déjà pas très brillant d'un point de vue climatique, mais si on rajoute des aspects hauts comme ça, avec 3 planètes féminines qui symbolisent l'eau, etc., etc. Et alors, beaucoup plus curieux, vous allez dire c'est bien beau, mais ça nous concerne à quel titre? C'est que cet aspect Jupiter-Neptune a quelque chose de très, très spécial qui concerne la France. Excusez, parce qu'il faut que je recherche un petit peu les choses.
parce que j'ai tellement fait de documents. Parce que vous allez voir qu'il y a plein d'autres curiosités. Alors, pourquoi ce serait très très important la dernière semaine d'avril pour le monde et en particulier pour la France? C'est parce que figurez-vous, alors là c'est une révélation pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire et pas trop l'astrologie, que nos républiques à nous sont placées sous une conjonction Jupiter-Neptune. Justement celle qui a lieu cette année, qui a lieu tous les 20 ans, tous les 13 ans, pardon, mais bien sûr pas forcément dans le même signe. Il s'est trouvé qu'on a fondé la première République en France, et bien on l'avait, cette conjonction, ici, tout près de l'ascendant, avec un ascendant signe d'eau, scorpion, etc. Alors je ne refais pas l'histoire, hein, parce que bien sûr c'est notre première République pendant la Révolution. Hein. 22 septembre 92, nos révolutionnaires ont décidé qu'ils commençaient l'année au mois de septembre, le 21 septembre, avec le soleil à 0 degré de la balance. De choisir l'équinoxe d'automne pour commencer l'année, c'est très mauvais, parce que l'automne va vers l'hiver, c'est la décomposition des feuilles, c'est la saison de la mort. Hein. Bon, c'est pas très indiqué. On avait cette fameuse conjonction avec un ascendant scorpion, très bon, avec Saturne en face. Donc déjà, ça a bloqué. Parce que ces aspects-là, en bloqué, ça a empêché l'épanouissement. La preuve, la République est tenue jusqu'à Bonaparte, jusqu'au coup d'État de Bonaparte. Et alors, la curiosité, c'est que nos républiques donc, sont marquées. La première, c'est la reine-mère des républiques. Hein. Elle est considérée comme la référence d'origine quand on fait toutes les autres. Mais qu'il y en a 3 à 4 sur 5 qui ont la conjonction Jupiter-Neptune. On ne l'a pas fait exprès. Mais à chaque fois, on y a le droit. Et la 5e, on y a le droit aussi. Parce que quand vous voyez la 5e, on a la conjonction Jupiter-Neptune. Alors, je n'ai pas mis la date, c'est 58, hein, c'est la 5e République. On l'a en Scorpion, on l'a ici, beaucoup plus serré hein, que la première. Là, on est en Balance, toujours. Nos républiques en Balance, on a un ascendant Bélier, là, plutôt qu'un ascendant Scorpion, on est toujours dans la maîtrise de Mars, toujours avec des républiques quand même assez musclées. Le thème de la 5e est meilleur quand même que le thème de la première. Hein. Les aspects en bleu sont des aspects positifs. Voilà, et on retrouve ici, dans la maison 7, c'est-à-dire vis-à-vis d'autrui, du monde, etc., cette fameuse conjonction censée être positive, hein, à Jupiter-Neptune, qui retombe dans un signe d'eau, etc., etc., etc. Hein. Donc c'est très, 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 très particulier comme situation. J'allais dire, est-ce que, du coup, vu cet aspect dans nos républiques, et je crois que la 4e a aussi le même aspect et autres, est-ce que c'est une indication qu'il se passe quelque chose pour nous dans l'année? Ben, bien entendu, puisqu'on est concerné par l'aspect. Et alors le plus curieux, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est la dernière semaine d'avril, c'est le 2e tour des élections présidentielles, quel hasard! Alors, quand on en est là, on se dit ça va se passer dans l'ambiance spéciale poisson dont je viens de parler. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de femmes qui sont candidates, parce qu'on se dit, ben, féminité là, et bon, chaque jour on dit tiens, il y a une nouvelle femme qui va se présenter. Alors, étant donné qu'il y a à la base une confusion possible, étant donné que c'est l'eau, c'est une sorte de dissolution particulière, alors ça peut avantager un électorat féminin. Maintenant, ça peut donner un résultat d'une incertitude totale. Alors, imaginez la confusion, c'est 3 candidats qui font le même pourcentage. Allez, les 3 premiers sont à 20%. On décide quoi? Bon, et s'il y en a un qui a 21, un autre 20,5 et un autre 20, pensez bien que celui qui va arriver 3e et faire le pétard pour dire
je conteste l'élection, qu'est-ce qui va se passer le mois de mai? Bon, je veux dire, ça va être très contesté comme situation, donc on a un peu ce contexte-là. Alors, bon, je ne sais pas qui a choisi la date d'élection. Le fait que ça tombe la dernière semaine d'avril est quand même très particulier. Hein, ça m'étonnerait que ceux du pouvoir se préoccupent d'astrologie, mais on ne sait jamais. Alors, si on continue dans le même ordre d'idée, vous allez dire cette fameuse conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, est-ce que ça peut concerner la fameuse ère des Poissons? Bah oui, puisque c'est les planètes qui dirigent, comment dire, l'ère zodiacale en question. C'est-à-dire une ère des Poissons, bah, c'est dirigé par Jupiter-Neptune. Et comme l'ère des Poissons, c'est l'ère du christianisme, puisque le christianisme, ça a une symbolique d'eau, normal, hein, puisque le baptême, etc., hein, c'est Jésus qui marche sur les eaux, la pêche miraculeuse, un lac de l'eau, et le Christ ictus en latin qui veut dire le poisson, et le poisson, signe de reconnaissance des chrétiens. Ouais, je dirais, manger les poissons le vendredi, si on est dans une symbolique poisson, comme c'est pas possible, c'est fait pour, on est dans l'ère du poisson, c'est l'ère chrétienne. Est-ce qu'elle est concernée par l'aspect, bien entendu? Et alors, est-ce que c'est un renouveau, une fin? Vu le contexte, et vu que les 2000 ans sont passés, ça serait plutôt une fin qu'un renouveau, parce qu'on ne voit pas quel renouveau, quand on voit l'état de l'Église. On se dit que ce serait plutôt le poisson négatif, là. Donc le poisson négatif, c'est la fin de l'Église. Donc comme la chrétienté est malade, hein, on voit bien les scandales divers au Vatican, on voit bien les problèmes internes, hein, etc. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un renouveau de la foi, de pur christisme? C'est fort possible. Parce que là, l'aspect mystique, il joue. Parce qu'il y en a qui vont refaire les Saint-François d'Assise, Sainte-Thérèse d'Avila, pourquoi pas, mais pas au niveau de l'institution. C'est-à-dire que l'institution est incapable de se réformer. Parce que le pape aurait dû dire depuis longtemps, retournez à l'église, lisez l'évangile de Saint Jean, mettez en pratique ce que le Christ vous dit, puis là, jette des couronnes en Méditerranée, aux pauvres malheureux étrangers qui se noient, alors, ça fait très rite funéraire, d'aller mettre les couronnes dans l'eau, comme si le pape n'avait plus que ça à faire. Alors, je ne dis pas c'est malheureux qui se noient, hein. C'est-à-dire le pape au Vatican va à l'île de Lesbos. Quand vous imaginez ce que c'est que Lesbos, dans l'Antiquité grecque, c'est le lesbianisme vient de cette île de Lesbos où les poétesses et prêtresses de cette île avaient des rapports entre femmes, quoi. C'est très indiqué à Lesbos, bien entendu. Et donc on est dans une situation particulière pour l'Église, quoi. Alors, est-ce qu'il y aura un regain de foi? Il y aura sûrement par les poissons, mais pas au niveau de l'institution, qui va continuer à couler, parce que finalement, dans la prophétie des papes, le pape est le dernier pape. Hein, c'est-à-dire que la prophétie des papes va jusqu'en 2030-2031, avec le pape actuel, François, qui est le dernier. Alors où la prophétie des papes est fausse, et ça continue, où elle est vraie, et c'est le dernier. Hein, alors, la curiosité que vous connaissez, c'est que nous avons deux papes. Parce que Benoît XVI, qui a démissionné, est toujours vivant, donc on a deux papes vivants en même temps. Alors, un en fonction, un pas en fonction. Enfin bon, c'est quand même très spécial quand vous voyez que le poisson est un signe double, chez les deux poissons comme ça, et que les poissons en symbolique anatomique zodiacale symbolisent les pieds, donc l'Église repose sur deux pieds, un pape ancien, un pape nouveau. Bon, les deux qui cohabitent, c'est très rare, hein, parce que dans l'histoire, il y a eu un antipape, des antipapes, c'est-à-dire un concile mécontent d'une élection papale, organisé avec des cardinaux un autre concile et élise un autre pape qui se faisait la guerre tant qu'il n'y en avait pas un des deux d'éliminer, ou une négociation, etc. Tandis que là, c'est un pape démissionnaire consciemment qui, en résidence privée, continue. Alors la thèse officielle, c'est que le pape très malade ne voulait absolument pas connaître la fin de Jean-Paul II et céder sa place. Sauf que 7 ans après, ce fameux pape Benoît XVI est toujours là. Et voyez bien la divergence. Benoît XVI est un théologien allemand,
tout à fait style classique, rigide, machin, et le pape argentin, nouveau, ouvert sur le monde, à patata, on voit bien que ces deux poissons, c'est comme ça, c'est une curiosité inimaginable, mais ça correspond bien à l'ère en question. On ne sait pas trop comment ça va tourner, hein, un petit peu cette affaire. Hein. Alors, pour finir là-dessus, parce qu'on va avancer un petit peu dans le, comment dire, dans l'année, parce que là on est en avril. Hein. Euh, c'est que vous savez que le Messie est au Vatican. Les journalistes ont titré Messi au Vatican. C'est le joueur de football Messi, Lionel Messi, qui a offert son maillot au pape. Voilà, on en est là. Hein. C'est le Messi au Vatican. C'est le Messi, c'est un footballeur. Pas mal. Ah, tout ça pourquoi? Parce que Lionel Messi étant argentin, le pape étant argentin, a trouvé très bon d'offrir le maillot du joueur au pape. Alors, je ne dénigre pas Lionel Messi, qui est un des plus grands joueurs de la planète. Hein. Ballon d'or, les ballons d'or, alors un truc, enfin, la symbolique absolument extraordinaire qu'il y a un Messi au Vatican, bon, etc. C'est pour où on est le Vatican. Ce qui n'empêche pas l'année, cette fameuse année 2022, de ce genre-là. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, donc là, vous pouvez être certain qu'en avril, il va se passer un truc. Pas clair du tout. Hein. C'est pas clair parce que c'est les poissons. Si c'était un signe pur, clair, lion, c'est clair, ça va dans tel sens. C'est les poissons. C'est ça. Hein. Alors, vous allez dire après, qu'est-ce qui va se passer avec cet amas qui ne dure pas? Que fait Vénus? Elle passe en bélier. Que fait Jupiter? Il passe en bélier. Et alors là, alors qu'il n'y a pas beaucoup de feu dans l'année, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de planètes lentes dans l'année. Là, Jupiter va quand même passer premier décan bélier. Où il va être rejoint après par Mars. Qu'est-ce que vous avez en juin? En juin, vous avez une conjonction Mars-Jupiter en bélier. Ici. Vous allez dire, c'est bon ou c'est pas bon? Oh, c'est fort. Hein. Parce que Mars est dans son signe. Il est ultra puissant en bélier. Et il reçoit Jupiter en conjonction, qui est l'amplification. Donc là, ce qu'on aurait plus ou moins mis en place, l'orientation qui est de la fin poisson, là, elle va dans le sens d'une réalisation. Donc si je reparle du soulèvement mondial, des femmes en faveur d'une ère nouvelle avec de l'écologie, avec des tendances sociales plus positives, etc. Là, on a l'application, une puissance de feu considérable, mais là, il va falloir tenir. Hein. Autant on était dans l'eau plus ou moins marécageuse, là, on est dans la percussion totale de feu. Hein, c'est pas trop le résultat de ça. Ça va être au mois de mai, juin. Donc, bon, assez, comment dire, effervescent la situation mondiale. Et quand on arrive en juin pour nous, qu'est-ce qui se passe en juin chez nous? En France, on revient toujours à notre France avec nos athlètes. On est dans une situation très très particulière, comme d'habitude. Ah, vous voyez, donc on a toujours Neptune en poisson, il ne bouge pas les 25 degrés. Vous voyez bien la conjonction. Mars-Jupiter ici, vous avez des planètes en taureau. Bon, c'est très fort aussi d'avoir Vénus-Uranus en taureau. Vous avez Mercure en taureau, vous avez plein de taureaux, plein de béliers et de bêta-cornes, ça avance un peu là. Très très particulier. Donc là, on a une dynamique très très forte. Hein. Et alors, il y a beaucoup d'aspects positifs là. Ça veut dire que là, ça avance. Hein. En gros, on ne stagne plus. Hein. Il n'y a pas l'impression dans un sens, tout est bélier comme ça. Où est-ce que ça va aller on ne sait pas trop. Alors quand vous voyez les dates, vous avez une date, 6 juin 22. 6, 6 et 6,
vous avez 666. Alors, quand vous avez le 12, vous êtes 12 et 6, 18. 6 plus 6 plus 6. Et 6. Et quand vous êtes 19, 1 et 9, 10, 16, le nombre de la destruction, 6. Et vous pourrez ajouter le 24, 6, 2, 4, 6, 6 et 6. Donc quand vous prenez les deux dates d'encadrement, 6 juin et 24 juin, vous avez deux dates dans le milieu, 12 et 19. Et 12 et 19 sont tous une terminologie, 6. Comme l'année est 6, vous dites en juin, je suis très dans le 6. Et qu'est-ce qui se passe 12 et 19 juin? Vous avez les élections législatives en France. Ah, il va y avoir du foin. C'est bon, quand vous voyez le contexte de l'année et que vous voyez cette date-là et ce contexte-là, c'est-à-dire que les 2 jours d'élection, 2 dimanches qui suivent, sont pris dans les 2 dates 6 et 24 de 6, 6, 6. Pourquoi ce serait fatalement difficile? Parce qu'il y aurait les réactions par rapport à l'élection présidentielle tangente de fin avril. Il y en a qui vont vouloir corriger un peu le tir en disant bah, un tel a gagné, ou une telle, c'est plutôt une telle parce qu'il se pourrait qu'il y ait un deuxième tour entre 2 femmes, vu le contexte. Et d'autres vont dire oui, mais au législatif, il faut quand même qu'on ait un paquet de députés pour corriger le tir, parce que celle qui est au pouvoir va en faire beaucoup trop. Donc c'est une empoignade absolument inimaginable, bien entendu. Et alors dans le milieu, dans l'entre-deux, vous avez le fameux mois de mai. Neutre d'un point de vue électoral, bien entendu, mais tout le monde fourmille les arbres pour faire ce fameux mois de juin. Alors bon, quand vous voyez là où on est avec ces carrés, là, vous voyez, Lune, Saturne, Mercure, etc., bon, ben, c'est un peu tangent comme histoire. Donc finalement, juin, ben, c'est pas fameux non plus d'un point de vue politique. Il reste toujours ces fameux aspects Mars-Jupiter, etc. Donc vous voyez, pour notre pays, si on tient compte de la France, mais il faut tenir compte de plein d'autres pays, c'est planétaire les aspects. Mais nous, on est un peu concernés. On est un peu dans le tourbillon des astres, puisqu'on est concerné par ces 2 mois-là, c'est-à-dire en gros avril et juin. On verra bien comment ça. Alors, à la question qu'on me pose toujours, mais enfin, si vous étudiez les thèmes des candidats, vous savez qui va gagner. Alors, pas spécialement, parce que c'est très complexe, les thèmes de chaque candidat. Il faudrait déjà les avoir, leurs thèmes. Ensuite, vous avez le destin qui se réserve quand même de dire que pour la France, parce qu'il y a un destin de la France. Ça peut être un tel qui soit plutôt choisi, même si un autre a un thème meilleur. Et puis, je me garderais bien, moi, de donner un résultat. Parce que si je le savais, d'ailleurs, si un astrologue professionnel le savait, il dirait ben, c'est un tel qui va gagner, c'est même pas la peine de faire l'élection. C'est sûr et certain, son thème est tellement bon, il gagne. Ben, on arrête l'élection tout de suite. Bon, ça ne sert à rien. C'est quand même laisser la liberté de choix à l'électeur, de dire vous avez une élection, c'est vous qui choisissez, soyez responsable. Moi, je ne vous donne pas le résultat avant que la compétition commence. Remarquez que c'est un peu le cas aujourd'hui, quand même un peu. Les sondages, ils vous disent à l'avance, un tel, il est premier dans les sondages, il est à peu près sûr de gagner. On vous fait déjà le deuxième tour entre un tel. Quand maintenant on commence à corriger régulièrement, parce que je ne sais plus trop quoi. Et qu'est-ce il y a 3 mois, le deuxième tour, c'était un tel et une telle, et puis maintenant, il va y avoir une surprise totale, c'est que les 2 qui vont arriver, ce ne sont pas les 2 prévus, mais c'est quand même un peu rigolo. Donc, vous voyez, on en est là. Quand même dans la situation, donc je m'en garderai bien. Mais enfin, notre président n'a pas le droit d'étudier en public le thème du président, patati patata, mais qui est fin Sagittaire, donc il est ici. C'est pour ça qu'on l'appelle Jupiter, parce que mettre du Sagittaire et Jupiter. Alors, il est quand même en carré avec l'amas planétaire en Poisson. Donc moi, je suis un peu sceptique sur sa réussite, entre guillemets. Il peut être au deuxième tour, mais ça va être beaucoup plus difficile que la précédente élection. Parce qu'il n'y avait pas cet aspect-là ici.
Bon, pour ceux qui connaissent, hein, il est fin Sagittaire, ascendant fin Capricorne, il est dans les 29 degrés des deux signes ici. C'est un peu particulier, on ne peut pas trop en parler, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais il se passe que l'été, c'est très, très dans le feu. En gros, vous avez le lion, hein, l'été. Hein. Donc vous êtes ici, vous avez des planètes ici. Puis après, fin août, donc vous arrivez avec comment dire, eh bien, le Jupiter en Gémeaux, de fin août jusqu'à début 2023. Alors pourquoi c'est très difficile? Parce que alors, Jupiter en Gémeaux n'est pas spécialement difficile. Il l'est parce qu'il est 7 mois au lieu de 2. Et alors, le Gémeaux, c'est un signe double. Bon, c'est pas grave d'être un signe double, mais comme vous avez déjà le signe double par le Neptune, quand vous avez Mars à la fin des Gémeaux, dans le troisième décan, vous avez le carré avec Neptune. Donc vous êtes très dans le mutable, comme on dit. C'est-à-dire que les signes mutables, c'est-à-dire Poisson, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, sont des signes ambivalents qui vont jamais dans le même sens. C'est-à-dire ça a un coup à droite, un coup à gauche, avec des humeurs très variables, avec des errances diverses. Donc, par exemple, quand vous êtes dans le domaine des Gémeaux, qui est le domaine du mouvement, de la pensée, Mars vous fait aller un petit peu dans tous les sens. En gros, un jour je vais à droite, un jour je vais à gauche, un jour je monte, un jour je descends, selon justement le fameux Mercure qui est planète du mouvement. Alors quand vous avez le carré avec Neptune, tout est nébuleux. C'est-à-dire c'est la confusion, je ne sais pas où je vais en fait. J'avance, mais alors je corrige le tir au fur et à mesure. Hein. Donc c'est un petit peu délicat à gérer cet esprit ici. Alors il n'a pas lieu tous les jours, s'il faut que Mars soit dans le troisième décan. Alors comme on a vu qu'il faisait premier, deuxième, troisième, retour, troisième, deuxième, premier, avancé, bon l'aspect ici est certaines dates. Mais en gros, octobre, novembre, décembre, hein, on y est. Alors quand les planètes à la fin de l'année, novembre, décembre sont en Sagittaire, forcément vous avez Mars en phase et le carré par rapport à Neptune. Donc vous êtes dans des signes de mouvement, là vous allez avoir 5 à 6 planètes dans des signes mutables, donc ce qu'on pourrait appeler de la mouvance, du mouvement, l'alternance, les hauts et les bas, etc., etc. Et ici, vous avez un axe Gémeaux-Sagittaire qui est l'axe de la circulation. Donc en gros, l'axe de la circulation, c'est les transports, c'est le commerce international, c'est tout ce qui est voyage, etc. Donc là, c'est un petit peu embêtant d'avoir cet axe ici, avec le carré, parce que vous avez le deuxième carré avec Neptune, par rapport à ici, en gros, fin novembre, début décembre. Alors, quand vous savez que le fameux Neptune, qui certes régit la spiritualité, l'inspiration, la foi, etc., régit aussi les virus et les épidémies, et régit aussi les pèlerinages et les migrations, parce que les poissons, c'est les pieds, c'est la marche, c'est le pèlerinage. Les migrations internationales sont ici. Donc là, la fin de l'année, il va y avoir de nouveau des problèmes migratoires très très importants. Il peut y avoir des problèmes de migration, de transport aussi. En gros, transport au sens pur, c'est-à-dire des catastrophes en matière de transport, soit maritime, un naufrage, quelque chose, soit des catastrophes routières, etc. Parce que c'est un axe de déplacement. Ici, il y avait Mars dedans qui est un peu tout fou, qui est un peu à pas maîtriser les muscles et les nerfs, hein, en gros. Hein. Alors, si ça ne joue pas au niveau physique, Mars étant une planète, bien sûr, d'action très très physique, que c'est un signe d'air, donc plutôt dans le mental, c'est des pensées qui vont un peu dans tous les sens. Quoi. Un jour on en a une X, le lendemain on en a une Y, c'est pas très stable, c'est très très agité, c'est très nerveux, parce qu'un Mars en Gémeaux est très très nerveux, c'est le signe de Mercure, donc Mercure c'est la nervosité, avec un carré à Neptune qui est la confusion,
un peu une confusion généralisée. Donc en gros, la période fin novembre, milieu décembre serait un peu difficile, quoi. Alors après, les planètes, ici, les planètes rapides, passent en Capricorne, puis on a un nouveau cycle là. Donc voyez un peu l'année, comment elle va être. Elle va être très très particulière. Alors, on n'a pas beaucoup le temps de s'intéresser à ça. On devrait, hein, parce que c'est passionnant. Hein. C'est qu'en astrologie mondiale, on tient beaucoup compte des lunaisons, c'est-à-dire des nouvelles lunes et des pleines lunes. Et s'il y a des aspects très négatifs le jour d'une nouvelle lune, c'est une véritable catastrophe. Bon, là, bien sûr, c'est très long à faire parce qu'il faut voir les nouvelles lunes et les pleines lunes de chaque mois. Alors, il y en a qui sont totalement innocentes, il n'y a pas d'aspect particulier ce jour-là, puis il y en a des terribles. Et puis, vous avez des nouvelles lunes qui sont très particulières, c'est les lunes d'éclipse. C'est-à-dire, quand il y a une nouvelle lune et qu'il y a une conjonction Soleil-Lune, une nouvelle lune, c'est toujours une conjonction Soleil-Lune, qui, quelquefois, donne une éclipse. Alors, vous voyez là, une conjonction Soleil-Lune à 10 degrés 28 du Taureau, 30 avril 22. Alors on retombe dans le fameux mois d'avril. Non seulement on a notre fameuse semaine du 22, de 24 et de l'élection présidentielle, mais le 30 avril, on a une éclipse partielle du Soleil. Alors, bon, vous voyez, elle est ici. Hein. Elle se passe en Taureau le 30 avril. Ici, alors vous avez un paquet de planètes, c'est toujours les trois que vous avez fin Poisson. L'éclipse, elle se passe en Taureau, toujours très très féminin. Hein, vous voyez, vous avez ici quasiment 3 planètes en Taureau, donc sous la coupe de Vénus, puis 4 planètes ici sous la coupe de Neptune. Vous avez en gros 7 planètes dans des signes humides. Alors là, il va encore se passer quelque chose, bien entendu, d'un point de vue symbolisme lunaire. Hein, donc c'est très très particulier. Donc le fait que le fameux mois d'avril se finisse par une éclipse partielle de soleil est très très symbolique de l'année. Et le 30 avril, je ne sais pas si ça dit quelque chose au public, mais dans les légendes germaniques, c'est la nuit de Walpurgis. Alors, cette nuit-là, dans les légendes germaniques, il se passe une chose très très particulière, c'est le contact entre le monde des morts et le monde des vivants. Cette nuit-là, tous les morts sortent de l'au-delà pour venir dire bonjour, entre guillemets, hein, faire un gros bisou, je ne sais pas trop dans quel sens, aux vivants. En gros, il y aura une interférence entre les deux mondes. Ça se passe toujours un 30 avril, très, très, très dangereux bien entendu comme date. Hein, alors vous voyez les dates, si on prend les dates, hein, on est dans le 2, la dualité, on est dans le 9. Hein. Alors ce que vous voyez, c'est le degré où ça se produit, et puis les heures. Vous voyez, ça se produit à 20h43, donc bien sûr, le total donne 9 qui donne 11, etc. 9 c'est la fin d'un cycle, 11 c'est la dualité, c'est 1 plus 1 égale 2. Le 30 avril, si vous faites le total, c'est 13, c'est un nombre lunaire, etc., etc. Donc on peut jouer sur la symbolique des nombres, la symbolique des chiffres, la symbolique de ce qui s'ensuit. Et vous voyez la suivante, alors exceptionnellement, pour ne pas finir l'année au 31 décembre 2022, on va jusqu'à l'éclipse du 20 avril 2023. Qui est comme ça, hein. Bon, très difficile. Hein. Vous voyez, alors ici vous retrouvez une conjonction Soleil-Lune, 29 degrés 50 Bélier, donc elle est encore Bélier, donc elle est sous la coupe de Mars, etc. Donc très forte, hein. Une conjonction Soleil-Jupiter en Bélier. Ici, les lignes en rouge sont les aspects négatifs. Alors vous voyez, vous avez un carré avec la Lune noire, un carré avec Pluton. Alors quel est l'événement ? L'événement est sensationnel. Non seulement vous avez là une éclipse totale de Soleil, mais vous avez Pluton, fameux Pluton qui rentre en Verseau. Donc qui est très longtemps en Capricorne, depuis des dizaines d'années, et puis soudain, il va passer en Verseau. Alors, il y en a qui disent c'est
l'ère du Verseau qui arrive pas spécialement. C'est pas encore tout à fait le cas, mais enfin c'est un signe. Hein. Le fait d'avoir l'année dernière une conjonction Jupiter-Saturne, 0 degré du Verseau, et puis là, 2023, Pluton qui rentre en Verseau, avec toujours, vous voyez, entre les planètes lentes, que 108 degrés d'écart de planètes, les planètes lentes sont ici, vous voyez. C'est très très important, c'est l'indication qu'il y a un changement de cycle qui s'amorce. Il n'est pas effectif, mais pourquoi il n'est pas effectif? Parce que Pluton va avancer en Verseau, va retourner en Capricorne. Puis il va réavancer en Verseau, va retourner en Capricorne. Et va entrer définitivement en Verseau en 2024. Et 2024, vous allez avoir vraiment là quelque chose d'assez nouveau. C'est pas encore vraiment l'ère du Verseau. C'est déjà mieux que tout ce qui se passe actuellement. Alors, dernière chose, vous avez vu qu'on est quand même dans une ambiance globale d'eau. Alors même s'il y a un peu de Verseau, un peu de Capricorne, quand on a la moitié des planètes qui sont en signe d'eau, il faut savoir aussi que quand on a des planètes en Poisson, ça a une répercussion sur des planètes en Cancer. Donc des gens qui sont en Cancer, bien sûr, reçoivent tous les aspects à partir des Poissons, et aussi le Scorpion, c'est-à-dire que les trois signes d'eau fonctionnent ensemble. Hein. Alors, là, on va sortir un petit peu, comment dire, des prévisions, encore qu'on a un petit peu dedans, pour parler des puissances de la fin des temps. Alors, les puissances de la fin des temps sont obligatoirement lunaires, puisque la Lune symbolise la fin des choses et symbolise la nuit, donc le monde des ténèbres. Donc comme la lumière de l'esprit est éclipsée, on est sous la coupe des forces de la nuit. Donc quelles seraient les puissances qui seraient de l'ordre de la Lune? Il faut qu'ils aient une Lune très valorisée dans leur thème. Alors, de quelle puissance il s'agit? On en a déjà parlé dans d'autres conférences. Alors, les États-Unis, est-ce qu'ils jouent un rôle dans la fin des temps? Alors, vous allez dire oui, parce que c'est la première puissance mondiale, donc ça serait étonnant qu'elle ne joue pas. Alors, les États-Unis, bon, sont nés bien sûr lors de la déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Le thème est là. Alors, selon les astrologues, il y a un ascendant Gémeaux ou un ascendant Verseau. Ils ne sont pas d'accord sur la date. Hein. Traditionnellement, on donne un ascendant Gémeaux. Mais alors, c'est un pays Cancer. Puisque bien sûr, un 4 juillet, vous avez un soleil en Cancer. Alors, 4 planètes en Cancer pour les États-Unis, vous êtes très haut, vous êtes très Lune. Hein. Et la Lune, qui n'est pas en Cancer, elle est au milieu du ciel ici. Donc les États-Unis sont très lunaires, quelque part. Hein. Un peu de Gémeaux, avec Uranus ici. Uranus et Mars autour de l'ascendant, bon, c'est un peu la puissance. Hein. Le signe d'air ici, Verseau, le signe d'air ici, Gémeaux, c'est l'aéronautique, c'est le spatial, etc. On a remarqué en 2020 que le Pluton de l'époque, de juillet 1776, est repassé sur le Pluton natal. Ça donnait l'élection de l'élection de Trump aux États-Unis, avec le chaos que l'on sait, parce que ça s'est passé ici. Donc tous les 240 ans, Pluton repasse sur sa position natale. Dans les États-Unis, c'était en maison 8, maison de transformation, d'évolution, etc. On marquait au passage, mais ça, c'est pas l'objet du thème d'aujourd'hui, hein, qu'il y a une pyramide tronquée dans le thème des États-Unis. Pour une république franc-maçonne, c'est bon quand même d'avoir une pyramide tronquée, etc. Et avec quand même un carré Saturne-Soleil qui faut que... Bon, tout ne marche pas forcément droit. Et en rouge, vous avez les planètes actuelles. Hein, donc vous avez un Saturne sur le milieu du ciel, vous avez le fameux paquet de planètes ici, hein,
en poisson, maison, c'est les relations internationales, c'est tout ce qui s'ensuit. Et puis l'Uranus en maison 12, qui montre quelque chose de difficile. Et le fameux Mars en Gémeaux revient 7 mois dans le signe ascendant. Bon, ça ne va pas être commode comme politique internationale, on sent ça déjà. Donc, une grande puissance lunaire de la fin des temps, et ça va de soi, les États-Unis. Alors, vous connaissez une autre république très célèbre qui est concurrentielle des États-Unis, qui est la Chine. Forcément, la Chine est la puissance montante qui veut prendre la première place dans le monde et qui veut dépasser les États-Unis. Eh bien, c'est un pays qui est balance. Vous voyez, 1er octobre 49. Hein, donc, alors la balance, ça concerne aussi la fin des temps. Parce que c'est le signe du jugement. Et qui dit le jugement, dit la fin, bien entendu. Alors, en quoi c'est lunaire? Eh bien, c'est lunaire parce que vous avez la Lune conjointe à l'ascendant. En Verseau ici, etc., etc. Donc, vous voyez un peu l'aspect. Puissance très dangereuse. Hein. C'est une conjonction Mars-Pluton en Lion. Deux planètes extrêmement dures, maître du Scorpion en Lion, signe de feu, carré à Vénus, alors cette pauvre Vénus là, un petit peu malmenée. La puissance guerrière de la Chine est là. Dans la maison 7, qui est la maison en rapport avec autrui, les autres puissances, l'étranger, etc. Alors, bien sûr, les gens vont dire un pays qui est balance ascendant Verseau n'est pas forcément guerrier. Oui, mais la Chine a quand même des visées guerrières, récupérer Taïwan, récupérer Formose, mettre la main sur tout un tas d'îles dans le sud-est asiatique. Il faut savoir que la Chine construit quasiment chaque année en flotte de guerre l'équivalent de la flotte de guerre française. Alors, au bout de 10 ans, ça commence à faire un nombre de bateaux de guerre absolument incroyable. Pour ne pas s'en servir et pour intimider autrui, pourquoi pas bon. Alors, vous voyez, 1er octobre 49, puisque la Chine est toujours issue du fameux système de Mao Tse-tung, le 1er octobre 49, on a un peu ce thème-là. Alors, lunaire, en gros, balance, lune, quand même, avec une conjonction, vous voyez. Soleil-Neptune. Alors, quand vous avez la création du Parti communiste chinois, vous allez dire, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est que le Parti communiste chinois au pouvoir actuellement, il vient de cette époque-là, c'est-à-dire créé 1er juillet 21, et toujours, Parti communiste chinois, il n'a pas changé, c'est le même qui est au pouvoir. Alors, pas depuis 1921, quand elle a été créée, puisque la Chine était, bien entendu, pas du tout communiste à l'époque. Ensuite, c'était occupé par les Japonais, etc., etc. Mais enfin, voilà le thème du Parti communiste chinois, sans rentrer dans le détail du thème. Vous voyez bien que c'est très cancer. 4 planètes en cancer, dans le Soleil, Mars, Pluton, etc., etc. Donc très lunaire quelque part, avec la Lune et Vénus en Taureau. Donc bien sûr, le maître du Taureau, c'est Vénus et Lune, comme par hasard. Alors vous allez dire, c'est drôle pour un parti communiste aussi coriace que le Parti communiste chinois, d'être quand même assez féminisé, parce qu'avec du Cancer, Taureau, Poisson, Vierge, mais bon, c'est quand même une idéologie forcément socialisante, humaniste quelque part. Fameuse Neptune, c'est aussi la planète du socialisme. Quand elle est découverte en 1846, ça a été suivi en 1848 de révolution sociale dans toute l'Europe. Et c'est considéré comme la planète du socialisme. Alors le fait qu'elle soit très très importante cette année, parce que ça fera un retour du socialisme dans le monde, bon, c'est pas certain. En tout cas en Chine, comme c'est communiste, c'est sûr. Alors les pays qui sont encore socialistes,
dans le monde, le Vietnam, quelques autres, Cuba, tout ce qui s'ensuit, ont encore un peu une influence de Neptune. Alors si ça ne joue pas au niveau du socialisme, ça joue au niveau de l'humanisme, ça joue au niveau des croyances, ça joue à ce niveau-là, mais là c'est flagrant hein, que c'est une puissance cancer. Et alors, Israël c'est moins probant, encore qu'il y ait de la balance, un petit peu de cancer en Israël, mais Israël c'est un petit peu à part. Et alors, le monde musulman, parce que bien sûr aujourd'hui on est obligé de tenir compte du monde musulman, de toutes les populations sémitiques dans le monde, vu le rôle qu'ils jouent sur la planète, bien entendu. Est-ce qu'ils sont concernés par l'eau et par la lune? Ben, évidemment, pour une raison bien simple, vous prenez tous les drapeaux de tous les pays arabes du monde, ils ont tous un croissant de lune dans le drapeau. Si ce n'est pas un croissant de lune, c'est une étoile à 5 branches, c'est très, très céleste comme chose. Toutes les populations sémitiques du globe sont marquées par le scorpion. Donc Mars-Pluton, c'est pour ça que d'ailleurs ils ne sont pas très commodes hein, au passage comme population et comme civilisation. Donc c'est le scorpion, alors c'est un signe d'eau, quel rapport ça a avec cette année? On a vu qu'il y avait un énorme paquet de planètes en poisson, et bien sûr qui forment un bon aspect de trigone avec le scorpion et avec le cancer. Ce qui fait que toutes les nations cancer, comme les États-Unis, toutes les nations scorpions, comme tous les pays arabes, eh bien, musulmans, sont j'allais dire, dans la lignée des astres de l'année. Ah, pas forcément positivement, hein, mais bon, vu ce qu'on a dit sur les poissons, mais en gros, les trois signes d'eau sont ensemble. Alors, bien sûr, les puissances lunaires, encore une puissance lunaire, vous allez dire, ça fait quand même beaucoup de puissance lunaire. Alors, qu'est-ce qui prouve que c'est lunaire là-dedans? Ben, c'est les gyres qui fondent, bien entendu, l'origine de l'histoire musulmane. Bien, ça se passe un 19 juillet 622. Et un 19 juillet 622, vous êtes dans le cancer. Donc c'est une religion de type cancer. Si les peuples sémitiques sont de type scorpion, vous savez, une liaison cancer-scorpion. Alors si vous additionnez tout le monde, c'est-à-dire des États-Unis plus le monde musulman, ça fait quand même un sacré nombre de pays. Hein. Voilà, et puis la puissance lunaire qu'est la Chine, c'est déjà un sacré nombre de pays de la planète. En gros, vous prenez États-Unis plus Chine plus monde arabe. Le total, c'est les puissances lunaires qui sont les puissances crépusculaires de la fin des temps. Ça ne veut pas dire forcément spécialement mauvaises, mais qui jouent un rôle dans la dernière période dite du Kali Yuga. Donc forcément, il y aurait un résultat extrêmement difficile pour la fin de l'année. Remarquez au passage qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs quand même dans la création de l'égir. Hein. Les aspects en rouge étant les aspects négatifs, c'est pas probant du tout. Ah, quand même beaucoup de poissons, du scorpion, du cancer, du lion, un gros paquet de planètes en vierge. Bon, etc., etc. Hein, alors vous voyez, si cette année, bon, il y a beaucoup de planètes en poisson, elles sont ici, forcément elles sont dans l'axe, hein, ici central. Hein. Donc ça fait beaucoup quand même. Là, la France, on a déjà vu. Alors voilà, donc si on fait le bilan de l'année, alors vous voyez que les puissances lunaires dites de la fin des temps sont très très à l'honneur, entre guillemets. Hein. Mais c'est normal qu'elles aient un rôle à jouer, étant donné qu'il y a une symbolique d'eau dans l'année. Et donc il faut voir que tout ce qui est symbolique d'eau, c'est toujours une dissolution. C'est-à-dire l'eau, noie, ça sinue partout, décompose, submerge, etc. Et alors le 12e signe, parce qu'on est dans le poisson, toujours on démarre le zodiaque traditionnel, vous voyez, je vous mets toujours au bélier, parce qu'on part toujours d'un signe cardinal de feu qui, avec un punch inouï, lance le printemps, on fait tout le tour du zodiaque et on arrive au dernier degré des poissons, où, bien sûr, c'est la dissolution. Hein.
D'où, bien entendu, si on est à la fin de l'ère des poissons. On est ici, 30e degré poisson en gros, que j'appelle toujours la dissolution finale, c'est-à-dire que bon, où tout se résorbe, tout est dans le fondu océanique, c'est-à-dire que tout retourne à l'eau d'origine, puisque à l'origine du monde, avant même que le monde soit créé, c'était un océan cosmique. Bien entendu dans le ciel, ce qu'on appelle le Nun, c'est-à-dire une symbolique eau. Alors que le poisson, alors Vishnu, première incarnation de Vishnu, curieusement c'est un poisson. C'est un poisson qui va guider la barque du Noé hindou sur les eaux, voilà, après le déluge. Alors ça commence déjà comme ça, c'est déjà bien mal parti. Voyez, donc on a l'idéologie poisson au début et le poisson à la fin, c'est normal. On va de 0 degré bélier au 30e degré à poisson. Où tout se dissout, parce qu'un signe double, eau, mutable, donc mutable, c'est bon comme ça, eau, les vagues, les trucs, et dissolution. C'est normal de dissoudre dans le poisson en ayant démarré de façon tonitruante en feu, en bélier. Alors je vous rappelle aussi que la précession des équinoxes marche dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu d'aller des béliers au poisson, on va des poissons au poisson, mais dans l'autre sens, on fait poisson, verseau, Capricorne. En gros, ici, on passe dans le zodiaque cosmique, on passe dans ce sens-là, et dans le zodiaque individuel, on passe dans ce sens-là. Bon, résultat, l'année risque d'être très, très houleuse, pas forcément à 100 000% négative. Je ne pense pas que tout soit négatif là-dedans, parce que vous avez des périodes très dynamiques quand vous allez avoir Mars et Jupiter en bélier. Bon, forcément, c'est plus incertain quand on a le Mars Gémeaux carré Neptune. Et puis, alors, tout va se décider sûrement en avril-juin, au moins pour la France et l'Europe. Et puis, après, on verra le reste de l'année. Mais ça, en gros, ça va être flottant, quoi, comme chose. Alors, conserver, comment dire, j'allais dire un aplomb, une structure, quelque chose de, comment dire, de droit, dans un contexte aussi mouvant, c'est une performance. Mais bon, on pense bien que des forces positives quand même qui vont jouer. Voilà pour l'année 2022.